Alors on a eu des femmes qui nous ont demandé de créer un espace, un groupe non mixte pour pouvoir marcher aujourd'hui contre les violences sexistes et sexuelles de manière plus sereine. Aussi, quelques jours après avoir lancé les inscriptions sur nos réseaux sociaux, on a eu une salve de réactions de machistes et de fachos avec des hommes qui se sont inscrits sous le nom de Adolf Hitler, de Guy Georges. C'était honteux de proposer une zone non mixte dans une marche contre les violences sexistes et sexuelles. Elle est fichtrement à droite, cette gauche-là. En tout cas, elle est à droite de Gaulle qui s'est jamais prétendu à gauche. C'est-à-dire qu'elle est plus atlantiste que De Gaulle, plus pour Bruxelles. Quelle rage la pousse à vouloir absolument se proclamer à gauche de la gauche. C'était déjà le cas en 68, ça a même été inauguré en 68, cette forfaiture, car c'en est une. Qu'est-ce qu'il y a comme marque? Alors, la catégorie la plus répandue maintenant, c'est l'anticapitalisme, n'est-ce pas? C'est très dur de hiérarchiser les luttes parce que je pense que les priorités pour moi vont pas être les mêmes. Moi qui suis blanche par exemple, pour des personnes qui ne le sont pas, je suis pas trans non plus, on doit travailler avec toutes les luttes en même temps. Cette gauche-là, pour se faire passer de gauche, a passé plus de 2 générations à faire du left washing. La droite se régale à faire du left bashing, on n'entend plus que ça. Quand on parle de décroissance, par exemple, je veux dire, le MEDEF se frotte les mains, alors que c'est peut-être un précaire qui dit ça et qui est tombé dans le panneau. Ils sont vraiment en retard, ceux qui croient que le capitalisme est un productivisme exacerbé, n'est-ce pas? Il y a bien longtemps qu'il fait la grève de l'investissement, la seule grève que je condamne, franchement. Non, moi je peux pas défiler sans ça, c'est pas Toute souveraineté serait à droite, voire à l'extrême droite. Alors que le grand acte de la Révolution française commence d'abord par la souveraineté populaire. Le peuple blanc-rouge s'était presque associé à un emblème de Marine Le Pen. C'est un comble. Ce drapeau qui a fait trembler tous les réactionnaires d'Europe depuis la Révolution française, pour son père et pour l'extrême droite française, le drapeau bleu-blanc-rouge, c'était l'horreur, c'était le drapeau blanc à fleur de lys. L'accélération giratoire du tourbillon, c'est presque pléonasmatique, n'est-ce pas, du tourbillon de l'actualité politique, géopolitique, politique interne, l'approche à grands pas de l'échéance présidentielle qui n'arrange pas les choses au niveau de la clarté des positions des uns et des autres. Le fait que le débat proprement politique soit presque devenu inaudible puisqu'il est submergé par des considérations sociétales qui nous viennent tout droit des campus américains, n'est-ce pas, avec leurs excès outranciers. Et allez, je vais être simple. J'ai 75 ans passés, près de 3/4 de siècle, pardon de parler de moi, ça ne va pas durer longtemps. C'est la première fois que je vois se profiler une échéance qui mettra face à face, allez, soyons clairs, la droite et l'extrême droite. Ben oui, il y en a qui sont surpris de voir que je ne tiens pas compte de la gauche. Et c'est pas que je ne tiens pas compte, c'est qu'elle n'existe plus. Je veux dire, je parle comme organisation susceptible de faire trembler le MEDEF d'un côté, les institutions qui nous gouvernent de l'autre. Il y a déjà belle lurette que la France est dirigée par des gens qui se situent dans une très légère oscillation, à peine perceptible comme différence entre le centre-gauche, Hollande, centre-droit. Et encore, je mets des guillemets à tout ça. Par exemple, le centre-droit, n'est-ce pas, qu'on a vu depuis la fin de la guerre sous des labels comme divers modérés, non inscrits, sans opinion, divers modérés, divers droites. C'est une manière qui trompait pas grand monde à l'époque de masquer le fait qu'on avait collaboré pendant la guerre, ou en tout cas qu'on n'avait pas renoncé n'est-ce pas, à s'opposer à ceux qui,
aux vainqueurs du dernier conflit mondial. C'est-à-dire, pour s'en tenir à la France, à droite, les gaullistes, à gauche, les communistes. Oui, mais les deux avaient un point commun, parce qu'ils se bagarraient, mais ils ont un point commun. Par rapport à ceux dont je viens de parler, les divers droites, divers gauches, non inscrits, sans étiquette, ils ont un point commun, c'est que à droite les gaullistes comme à gauche les communistes avaient en commun, c'est pas, de gêner la mainmise atlantiste sur l'Europe et sur la France en particulier, qui était de loin la plus grande puissance militaire continentale de l'Europe occidentale à ce moment-là. Il faut être clair des fois, dans les moments graves, vu ce qui se passe à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, en mer de Chine, autour de l'Ukraine, vu que pendant que je suis en train de parler, et depuis déjà des lustres, des semaines, des mois, plus de 2 ans, un matériel mais sans précédent, pas des milliers de soldats, de blindés, d'artillerie lourde, débarquent directement des États-Unis dans les ports des pays baltes pour ceinturer la Russie bien avant les quelques petits détonateurs tout récents. Vous voyez, mais ça s'accélère. Et pendant ce temps, de quoi on parle? Des lesbiennes dominantes et des lesbiennes dominées. Je fais brutalement un contraste là, mais qu'est-ce que vous voulez, je veux dire. Je dis ça parce que la dernière manifestation à étiquette autoproclamée féministe, vous voyez toutes les précautions sémantiques que je prends, parce que la majorité des femmes de la planète ne se reconnaîtraient pas un instant dans celle qui défilait. Il y a eu une manifestation dont le principal élément pour cette organisation était un mouvement qui s'appelle Nous Toutes, à ma connaissance, qui est une déclinaison locale de MeToo. Tout ça sort du même milieu socialement très confiné. Et voilà qu'il y a eu des agressions contre ces féministes, non pas de commandos d'extrême droite, ce qu'il ne faut jamais oublier de condamner, non mais là ce n'était pas le cas, mais de féministes plus radicales, n'est-ce pas, qui reprochaient au mouvement Nous Toutes de mettre des hommes dans la manifestation, n'est-ce pas, et, ce qui est déjà un peu plus grave aussi, n'est-ce pas, les islamistes, je ne parle pas des musulmans qui sont les principales victimes, nos frères musulmans, de l'intégrisme islamiste. Non, d'intégristes, pour être clair, de mouvements financés par les frères musulmans, mais adoubés par la Commission européenne, par Bruxelles. Oui, tout ça ne sont pas bons. Mais là, je ne veux pas que les arbres cachent la forêt. L'enjeu, je vais vous le dire tout de suite. Je ne vais pas m'en prendre à cette gauche sociétale. Je le fais depuis des années, n'est-ce pas, pour montrer justement que je n'ai aucune mauvaise grâce à le faire, puisque ce n'est pas la gauche. Mitterrand, c'est Vichy. Ce n'est pas moi qui parle. C'est même pas quelqu'un qui est dans mes références habituelles. C'est quelqu'un que je critique le plus souvent et contre lequel j'ai même fait, n'est-ce pas, une vidéo où j'ai repris un petit peu débunké, comme on dit, une de ses propres vidéos. Je pense à Michel Foucault, n'est-ce pas, un de ces French doctors, n'est-ce pas, parangon de la contre-révolution idéologique qui se met en place dès les 70s, et qui ont tous en commun, malgré leurs différences, que je ne néglige pas, entre Derrida, Foucault, Deleuze, etc., d'avoir en commun des références comme Nietzsche, comme un Spinoza complètement, n'est-ce pas, transformé pour les besoins de la guerre froide, un Spinoza qui serait contre la liberté, c'est un comble, alors que la dernière grande partie de l'éthique, c'est quand même à pour titre de la liberté de l'homme, mais on table sur l'ignorance, n'est-ce pas, que l'éducation nationale induit de plus en plus, d'une manière systématique, dans les classes. Michel Foucault avait dit Mitterrand, c'est Vichy, pour une fois que je le cite, n'est-ce pas, à crédit, et non pas pour m'en démarquer. Il avait quand même remarqué ça, Foucault, n'est-ce pas? Chacun connaît la photo où Mitterrand, illuminé, reçoit est présenté, n'est-ce pas, au maréchal Pétain,
Et c'est autour de tonton, comme on l'a appelé, vous voyez, comme ça devient plus familial. Il y avait le gentil papy, Pétain, puis il y a le tonton Mitterrand. Et on est en famille, là, hein, ça sent le renfermé. Et tout ça est passé, non pas pour la gauche, mais ceux qui se sont positionnés en 68 à gauche de la gauche, ce qu'on a appelé les gauchistes, hein, pour être très précis et dans l'ordre chronologique. J'ai dit que je n'avais pas le temps dans l'introduction de détailler, mais moi je ne suis pas un homme de droite, donc je n'appelle pas gauchiste tout ce qui est à gauche, c'est tout le contraire. Hein. Les gauchistes, historiquement, ceux de 68, qui la plupart du temps avaient pour adversaire la CGT et le Parti communiste, pour que les choses soient claires, et non pas la vraie droite, se sont tous ralliés à la pire des droites. Non pas à De Gaulle, qui est un homme de droite qui ne s'est jamais caché et qui n'a jamais prétendu être à gauche, mais à Mitterrand, un homme de Vichy, qui vient de Vichy, et qui était précisément dans ces labels au début divers gauche, divers modérés, vous savez, avant qu'il prenne, qu'il soit secrétaire général du nouveau Parti socialiste dès le début des années 70, c'est-à-dire secrétaire général d'un parti dont il n'avait jamais eu la carte. Ça ne s'invente pas, c'est des choses extraordinaires qui se sont passées là. Mais comme les jeunes oreilles, on se garde bien de le leur rappeler, c'est pas qu'ils ne le savent pas, c'est qu'on ne leur a jamais dit. On s'en garde bien. C'est la jeunesse de notre époque. Donc, je le fais suffisamment de critiquer cette fausse gauche, cette gauche qui, pour moi, est à droite de De Gaulle, lequel est un homme de droite. C'est grave ce que je dis. Quand on est à droite de la droite, c'est qu'on est déjà dans je ne sais pas si c'est l'extrême droite, mais c'est déjà la droite extrême. On est assez borderline, n'est-ce pas? Or, c'est ça le sens de mon intervention, et qui va faire la matière de la vidéo que vous allez voir. Cette gauche est tellement lamentable dans son discours, surtout dans ces dernières explosions, n'est-ce pas, ces logorées, encore une fois, qui nous viennent des campus universitaires américains, qui sont presque toutes des revendications identitaires, que la droite se régale, la vieille droite, qui fait un retour formidable. Ben, elle ne va pas se gêner. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comme cette gauche-là, pour se faire passer de gauche, a passé plus de 2 générations à faire du left washing, la droite se régale à faire du left bashing. On n'entend plus que ça. Et c'est tellement facile d'enfoncer cette gauche-là, avec je ne sais pas combien de guillemets. Voilà pourquoi je tenais à faire une introduction avant la vidéo. Pour que les arbres ne cachent pas la forêt. La forêt, c'est cette nouvelle droite. Le danger, c'est ça. N'est-ce pas? Ceux qui n'ont rien appris ni rien oublié, comme on avait dit de ceux qui avaient émigré lors de la Révolution française, en Angleterre ou ailleurs, n'est-ce pas, en Autriche ou en Allemagne. Ceux qui n'avaient rien appris, ils n'ont toujours pas compris, mais qui ont eu peur à un moment donné. Les communistes, la sécurité sociale, les retraites par répartition, la droite du capital a dû faire des concessions. Elle ne l'a jamais pardonné et elle revient en force, n'est-ce pas, depuis qu'il n'y a plus rien pour s'opposer à elle. Oui, je ne suis pas loin de dire que depuis qu'il n'y a plus de parti communiste, il n'y a plus de gauche. Trouvez-la moi, la gauche. Moi, je veux bien. Je veux dire une gauche qui fait trembler le MEDEF et ceux qui nous dirigent. Parce qu'il y a des gens sincèrement de gauche, efficaces, intéressants, pertinents, mais qui sont groupusculaires. Je ne dis pas ça avec mépris, hein. Même le parti bolchevique a commencé par être groupusculaire, il y a un début à tout, mais enfin, la situation est grave. La droite contre l'extrême droite. À l'étranger, pas seulement en France, ce pas les seules forces qui montent en Europe, je ne dis pas l'étranger dans le monde, hein, parce qu'il y a des endroits où ça va plutôt mieux, mais en Europe, et c'est ça qui nous intéresse, c'est pas, les seules forces qui montent à chaque élection, et sans cesse, c'est l'extrême droite et les Verts. Je ne confonds pas, je parle de l'écologie politique et non pas du souci légitime de l'environnement, dont je ne suis pas le dernier à m'inquiéter de sa dégradation. Voilà. Je voulais être bien clair. On va
taper sur la fausse gauche pendant la vidéo que vous allez voir, mais c'est en montrant à quel point elle est de droite et à quel point ses thèmes sont presque mot pour mot ceux de la plus vieille droite qui soit, alors qu'elle se prétend up-to-date, branchée, que je tenais à faire cette introduction, parce que le résultat est là. Il faut éviter qu'il n'y ait plus que ça. C'est un cauchemar, la droite contre l'extrême droite. Bonne soirée, bon visionnage. Et n'oubliez pas cette introduction dans le détail de ce que vous allez voir et entendre. Je vous remercie. Alors, question d'Estavisky, que je salue au passage, et je suis bien content de retrouver un grand connaisseur de la pensée de Gluskar. Voici sa question. Le prétendu progressisme, vous voyez que c'est entre guillemets, poussé de façon de plus en plus caricaturale, je reviens en arrière, j'ai exprès signalé les guillemets pour rappeler qu'il ne s'agit pas d'une critique du progressisme, c'est tout à fait l'inverse, n'est-ce pas? Le prétendu progressisme. Poussé de façon de plus en plus caricaturale par des représentants autoproclamés de minorités qui ne leur ont rien demandé. Lorsque je vois un représentant du CRAN, ça m'est arrivé, n'est-ce pas, ou des minorités du même ordre, et hyper identitaires et qui font à ce point le jeu, n'est-ce pas, de la domination ontologique dont il m'arrive souvent de dire quelques mots, et vous pensez bien que je vais y revenir cette fois-ci. Je leur dis souvent, pourquoi vous parlez au nom des Africains? Vous avez été élu, vous êtes ambassadeur d'Afrique, l'Afrique est un peu grande pour que vous la mettiez dans votre poche quand même. Je veux dire, je connais beaucoup d'Africains, et croyez-moi, et j'en ai connu même avant que vous soyez né, si je puis dire, c'est souvent le cas, hélas pour moi, qui ne pensent pas du tout comme vous, qui pensent même le contraire, et qui ne se sentiraient pas du tout, n'est-ce pas, représentés par votre discours, et Dieu sait s'ils ont des choses à adresser à ce qui est dominant chez nous. Voilà, donc, voilà pour les guillemets. Le prétendu progressisme poussé de façon de plus en plus caturale par des représentants autoproclamés de minorités qui ne leur ont rien demandé. C'est bien de rappeler que ces minorités, les femmes en général, alors comme on dit, les Afro-Américains, mais je vous garantis que les Africains, eux, les Africains du sud du Sahara, eux, ils disent les Blancs, ils ne disent pas les Euro-Caucasiens américains, vous voyez, ils ne se mélangent pas les pinceaux, ne tombent pas dans le ridicule de l'inclusivité orale ou écrite. Bon. Donc, ces minorités qui n'auront rien demandé, je répète, donc les femmes en général, je cite souvent la femme malienne, la femme sahélienne en général, hein, je veux dire celle qui fait, vous m'avez déjà souvent entendu dire la corvée d'eau, la corvée du bois sur laquelle elle enchaîne pour chauffer l'eau, puis ensuite le pilon toute la journée. Celle-là, elle n'a pas tout à fait les problèmes des MeToo, vous voyez ce que je veux dire. Donc ces femmes-là sont bâillonnées lorsqu'on fait croire que les minorités dont parleEstavisky parlent au nom, n'est-ce pas, de ces énormes généralités que sont les femmes, les Africains, les racisés, comme on dit maintenant, ce qui est un retournement incroyable. Donc, je reprends et j'enchaîne. Le prétendu progressisme poussé de façon de plus en plus caricaturale par des représentants autoproclamés de minorités qui n'auront rien demandé s'appuie volontairement et sciemment, comme tous les discours pervers, sur des valeurs morales irréprochables. Je connais assez Stavisky, même hors texte, si je puis dire, pour vous garantir que ce n'est pas de la moraline. Hein. Quand il parle de pervers, ce n'est pas pour instiller de la moraline, c'est au contraire, n'est-ce pas, pour dénoncer le moralisme, n'est-ce pas, de ceux qu'il pointe ici. Le respect de l'être humain dans toutes ses dimensions de couleur, eux disent race sans complexe, de sexe, d'orientation sexuelle, de religion, d'état physique, etc. Bref, toutes les différences, sauf de classe sociale. Ah, lorsque, je m'arrête avant de commencer le deuxième alinéa, vous voyez, mais lorsque il y avait encore de la production à Billancourt, quand ce n'était pas encore un espace de loisirs, n'est-ce pas, et de culture, comme on dit maintenant,
de culture par mécène interposé, puisqu'on est revenu à cela, n'est-ce pas? Lorsqu'il y avait une grève, vous savez, à l'époque, on disait, lorsque Billancourt éternue, la France s'enrhume. C'était une puissance. Et quand la grève avait un résultat favorable, aboutissait à une avancée positive pour les travailleurs, Abdallah, Moussa, Jean-Michel et autres Polonais dans les mines, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de Polonais dans les mines dans le nord et dans l'est, je veux dire, bénéficiaient des mêmes avantages, n'est-ce pas? Et c'est bien ça qui est insupportable pour les milieux dominants, qu'il s'agisse des grandes banques ou des discours, n'est-ce pas, qui vont dans le sens de ce que souhaitent les grandes banques. Je vous donne un exemple, mais quand on parle de décroissance, par exemple, je veux dire, le MEDEF se frotte les mains, alors que c'est peut-être un précaire qui dit ça et qui est tombé dans le panneau, qui pense sérieusement que le pauvre vieux qui consomme trop et que nous nous voterons dans la consommation. Mais le MEDEF se frotte les mains, la décroissance, mais il a des millions de travailleurs à mettre au chômage, le MEDEF, mais il ne demande que ça, la décroissance. Ils sont vraiment en retard, ceux qui croient que le capitalisme est un productivisme exacerbé, n'est-ce pas? Il y a bien longtemps qu'il fait la grève de l'investissement, la seule grève que je condamne, franchement, et qu'il préfère de l'investissement productif et qu'il préfère investir dans la spéculation, dans l'investissement financier, que dans l'investissement proprement économique. Vous voyez. Mais n'anticipons pas sur le corps du débat. Je rebondis sur l'excellent partage que fait ici Stavisky entre les oppositions, je répète sa phrase, de couleur, eux disent race sans complexe, de sexe, d'orientation sexuelle, de religion, d'état physique, etc., d'un côté, et de l'autre côté, les différences de classe, ou la différence de classe, n'est-ce pas? Donc je rappelle, pour ceux qui s'y perdent, qui trouvent ça obscur et abstrait, alors que c'est le b.a.-ba du concret, je rappelle qu'il y a des milliers de classes sociales, si vous voulez, et ça paraît compliqué, mais qui se ramènent toutes à deux, et que Gluskar a parfaitement identifié, celle de ceux qui consomment plus qu'ils ne produisent, et ceux qui produisent plus qu'ils ne consomment. La lutte, aujourd'hui, à travers tous les masques dont elle se revêt, de couleur, de racisé, de sexe, de genre, etc., en fait, il y a toujours un des deux derrière, n'est-ce pas? Et bien sûr, au niveau médiatique, c'est bien sûr celui de ceux qui consomment plus qu'ils ne produisent, qu'on entend quasi exclusivement sur les plateaux télé et autres médias. Lorsqu'un débat contradictoire, voici le deuxième alinéa, non factice, est par manque de vigilance d'un média officiel, lorsqu'un débat contradictoire non factice est par manque de vigilance d'un média officiel, parfois provoqué, les plus malins disent que cette lutte des classes va de soi et que la lutte des sexes et des races ne l'empêche pas. Que de fois on l'entend ça. Mais oui, vous avez raison, il y a des problèmes sociaux, mais alors, c'est pas contradictoire de parler du problème des femmes et de la domination masculine, par exemple, parallèlement aux classes sociales. Alors, les plus malins disent que cette lutte des classes va de soi, bien sûr, on est tous de gauche, n'est-ce pas, et que la lutte des sexes et des races ne l'empêche pas, et que tout va ensemble, même si l'on semble ne jamais passer de l'un à l'autre dans les discours dominants. C'est quand même curieux. Si ça va ensemble, pourquoi? Sur les plateaux télé, les 9/10e, mais écoutez Zemmour face à ses interlocuteurs. Lui, comme ses interlocuteurs, ne parle que de problèmes sociétaux, pratiquement pas sociaux, pratiquement pas de lutte de classe, il s'en garderait bien Zemmour. Ne peut-on dire au contraire, avec Michel Gluskar, que les libéraux libertaires, comme les Goupil, Cohn-Bendit, Bégodeau, Autain, Obono, vous remarquez ici que c'est tous des noms qui se situent, qui s'autoproclament, pour parler comme Stavisky, à gauche. N'est-ce pas? Drôle de gauche. On dirait que dans l'état où elle est, pas besoin d'en rajouter. Obono, Diallo, les people du showbiz, les syndicats dits de gauche, les partis dits de gauche,
les chroniqueurs de France Inter apparaissent comme de gauche dans un média de libéraux économiques, etc., se sont emparés de thèmes socialistes au sens historique du mot socialiste, afin de réaliser ce que Michel Clouscar pourrait appeler aujourd'hui, s'il est encore parmi nous, du left-washing, et même de left-washing à grande échelle. C'est pas quand la gauche se trouve aussi lamentable, elle ouvre un boulevard à la droite. Je prendrai un exemple pour ceux qui sont un petit peu pris à contre-pied ici par l'excellente remarque de Stavisky. Et là, pour une fois, vous voyez, je ne suis pas sectaire, je donne un bon point à Mélenchon. Avant que Mélenchon n'apparaisse dans l'arène de ce qui s'appelle maintenant l'écosocialisme ou la France insoumise, la peau bleu blanc rouge s'était presque associé à un emblème de Marine Le Pen. C'est un comble que ce drapeau qui a fait trembler tous les réactionnaires d'Europe depuis la Révolution française. Je ne suis pas né sous Vercingétorix, mais je me souviens quand même, c'est de l'histoire récente en termes historiques tout de même, pas, que pour son père et pour l'extrême droite française, le drapeau bleu, blanc, rouge, c'était l'horreur, c'était le drapeau blanc à fleur de lys, qui était l'emblème de l'extrême droite française, et Tixier-Vignancourt et j'en passe, n'est-ce pas? Et dont un des derniers barouds de déshonneur a été leur attitude vis-à-vis de l'Algérie française, comme ils le proclamaient. Je rappelle tout de même que ce drapeau bleu, blanc, rouge, je veux dire, Marine Le Pen n'a eu qu'à se baisser pour le ramasser dans la poubelle où la gauche que dénonçait Stavisky l'avait jeté. Je pense ici en particulier aux trotskistes, je dirais même envie de dire aux trotskars, par respect pour certains trotskistes, qui valent mieux que d'autres. Je pense en particulier à Ben Saïd qui sort un peu du lot. Mais tout de même, n'est-ce pas, qui ne veulent jamais entendre parler de souveraineté, sous prétexte que toute souveraineté serait à droite, voire à l'extrême droite. Alors que le grand acte de la Révolution française commence d'abord par la souveraineté populaire, qui est le sujet principal du contrat social si on sait lire Rousseau. Et pas entre les lignes, hein. Le souverain, il dit, le souverain, c'est celui qui exprime la volonté générale. Voilà, je vais reprendre le texte. Je faisais allusion à ce boulevard offert à ce qu'il y a de pire, n'est-ce pas, dans la réaction politique, et donc dans la droite et l'extrême droite, au point que beaucoup disent, bon, je leur laisse la responsabilité, mais je ne suis pas loin de penser qu'ils ne sont pas loin de la vérité quand on dit qu'en France en particulier, mais en Europe en général, le débat se passe de plus en plus entre la droite et l'extrême droite. La gauche semble avoir disparu. Et comment cette droite extrême, pour regrouper les deux, a pu s'offrir un boulevard comme ça? Parce que ça date d'un certain usage de la légende de 68, n'est-ce pas? Il y a la réalité qui a été les avancées des travailleurs, le 68 de la CGT, et puis il y a la légende, 68 des Cohn-Bendit et autres, enfin de ce qu'il a emporté politiquement, c'est-à-dire la liquidation de tout ce qui gênait l'OTAN. Oui, je ne dis pas les États-Unis exprès. L'OTAN, à droite, le gaullisme, à gauche, le communisme, les deux commencent à décliner après le 68 sociétal. Ça n'a pas commencé, ce 68-là, par les grèves, je faisais allusion à Renault tout à l'heure, non, ça a commencé par des histoires de dortoirs entre filles et garçons dans la cité universitaire. Ça a son importance, je veux dire, à titre individuel et personnel, j'aurais pu me mobiliser pour des choses comme ça, bien sûr. Hein. Mais que ce soit de cela qu'on met au milieu du plus grand événement social, peut-être de notre histoire, et en tout cas de toute l'après-guerre largement, c'est un peu fort de café, n'est-ce pas? Mitterrand, Jospin, Hollande, le record des privatisations, c'est sous Jospin et Bérégovoy.
les premiers ministres de Mitterrand. Et au point que les nuances entre Sarkozy, Hollande, je veux dire Macron deviennent imperceptibles à ce niveau-là, n'est-ce pas? Alors, comment un gamin de 25 ans aux valeurs morales altruistes pourrait-il être favorable à l'oppression des Noirs, des homosexuels? On n'a pas besoin tout de même d'être un hystérique issu des campus américains LGBT pour se scandaliser à juste titre et trouver monstrueux le fait qu'on ait pratiqué les emprisonnements de masse des homosexuels, par exemple en Égypte. Par exemple. Alors, mais non, il y a un cambriolage, n'est-ce pas, de toutes ces valeurs générales humanistes, alors là sans guillemets, au profit, c'est ce que nous allons voir, d'ontologie réduite jusqu'à l'identité pure. Comment un gamin de 25 ans aux valeurs morales altruistes pourrait-il être favorable à l'oppression des Noirs, des homosexuels? Allez, moi je vous le dis, c'est pas le propos, donc je le rajoute. Qui est pour la pollution? Qui a envie d'un monde plus pollué? Qui a envie d'un air plus irrespirable? Qui voudrait avaler plus de particules fines? Trouvez-moi un. Alors, les causes comme ça consensuelles cachent quelque chose. Quand on a personne en face de soi, c'est facile, n'est-ce pas, de se prévaloir de valeurs inattaquables. Comment un gamin de 25 ans aux valeurs morales altruistes pourrait-il être favorable à l'oppression des Noirs, des homosexuels, de toute minorité et des femmes? Car c'est bien en ces termes que les médias, les politiques, la gauche, guillemets, merci Stavisky, et curieusement donc les multinationales, nous expliquent où se situe le progrès dans notre monde occidental moderne. Il n'y aurait qu'un progrès sociétal qui est censé nous consoler du fait que le progrès social, non seulement soit au point mort, mais que même on lui impose une puissante régression. Je rappelle que dans son intervention d'hier soir, Macron a encore durci, n'est-ce pas, l'indemnisation, les modalités d'indemnisation des chômeurs. Mais ça, les chômeurs, dans les chômeurs, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des homos, il y a des hétéros, mais ça, on s'en fiche. On s'en fiche. Ça fait trop de gens. Il vaut mieux des petites minorités qui se bagarrent les unes les autres, les homos contre les hétéros, alors qu'ils sont unis, par exemple, comme chômeurs ou comme demandeurs d'emploi ou comme salariés surexploités. Donc, le greenwashing consiste à faire passer pour écologique des pratiques commerciales opportunistes et absolument pas écologiques. J'ai appris récemment, pour illustrer le propos de Stavisky, j'ai appris récemment qu'il y a une marque de café qui peut se proclamer écologique, n'est-ce pas, et bio, parce que la route qui mène jusqu'à la plantation de café depuis l'axe principal bitumé, le chemin, lui, n'est pas goudronné, et il fait une quinzaine de kilomètres. Donc, vous voyez, ça abîme les mécaniques des travailleurs qui vont, n'est-ce pas, et ça les isole du reste du monde, mais c'est bio. Parce que le goudron, c'est le pétrole, et le pétrole, c'est sale. C'est polluant. Je rappelle qu'il y a une maladie qui a presque totalement disparu chez nous, c'est le tétanos, car vous êtes tous vaccinés, fort heureusement, dans les générations d'aujourd'hui et depuis un bon moment, depuis plus de 2 générations. Et le vecteur principal du tétanos provenait de la terre, pas du goudron, de la terre. Beaucoup de jardiniers, par exemple, ont été victimes du tétanos par simple éraflure d'épines de rose. Surtout dans des terres où il y avait dans le fumier du crottin de cheval. Ah oui, tout ça n'est pas industriel, mais tout ça est mortel. Et mortellement létal. Le left-washing consiste à pouvoir vous faire passer comme étant de gauche, alors qu'en fait, vous soutenez consciemment, pour ceux qui en vivent, ou inconsciemment, pour ceux qui y croient,
des systèmes visant à diviser profondément le travailleur collectif. Je ne vais pas ravager. Est-il franchement encore besoin d'illustrer ici ce que dit Stavisky, à moins vraiment d'être ce pire sourd qui ne veut rien entendre, de diviser les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les quadras. Oui, oui, j'ai vu ça que les quadras, n'est-ce pas, prenaient des emplois aux jeunes, bon, ou les vieux, que nous sommes les retraités, n'est-ce pas, étaient trop bien rémunérés, qu'il ne restait pas assez de quoi augmenter les salaires. On entend tout ça, n'est-ce pas? Ou même de diviser celui qui est vraiment au minimum, au salaire minimum, mais qui a la chance d'avoir un emploi, donc on l'oppose à celui qui est sans emploi. Quelle honte, pas? Pendant que ceux qui planquent leurs milliards dans les paradis fiscaux, avec des sommes où il y aurait de quoi payer 10 fois les retraites des Français, pendant que ceux-là, n'est-ce pas, personne ne s'occupe d'eux, sauf en parole, par moment. Les paroles s'envolent. Donc, les hommes contre les femmes, les jeunes contre les vieux, les homos contre les hétéros, les noirs contre les blancs, les indiens contre je pense à l'Afrique orientale, les indiens contre les noirs. Je rappelle que Gandhi était un raciste anti-noir. Et oui, je sais, il y a comme ça une gauche gnangnan, n'est-ce pas, qui est toujours un peu surprise, n'est-ce pas, ou dans des pays du sud-est asiatique, dans une actualité plus tragiquement récente, n'est-ce pas, les bouddhistes contre les musulmans, et on n'en finit plus, n'est-ce pas? Le capital se roule les pouces pendant ce temps et adore ce genre d'opposition, n'est-ce pas, qui ne lui coûte pas un centime. Dire Madame la ministre au lieu de Madame le ministre, je préfère Madame la ministre. Ça m'a toujours un peu semblé bizarre, Madame le ministre. Hein, donc, c'est pas sur le fond là du changement que je parle. Mais ce qui est sûr, c'est que croire que c'est des grandes avancées, là, le MEDEF, s'il ne pouvait avoir que des changements comme ça, que des réformes de ce genre-là, ça ne lui coûte pas, n'est-ce pas, le dixième d'un centime. Des systèmes visant à diviser, donc à diviser quoi, à diviser qui? Profondément le travailleur collectif, et ici c'est un guillemet de citation, et non pas de dérision, selon Gluskar, car rien ne serait pire que de voir se rassembler, mon Dieu, le cauchemar pour le MEDEF, ce serait ça, les homos, les hétéros ensemble, les femmes, les hommes ensemble, n'est-ce pas, les lesbiennes dominantes et les lesbiennes dominées ensemble. Il y a toute une discussion dans le Phèdre de Platon pour savoir si l'aimant doit, ce sont des couples homosexuels dans l'Athènes de l'époque, pour savoir si l'aimant doit céder à l'aimé ou si l'aimé doit résister à l'aimant. Enfin, oui, je veux dire, c'est des très très vieilles problématiques qu'on fait passer pour actuelles. Et si tout ça se rassemble, encore un exemple, lorsque les Vietnamiens étaient écrasés sous les bombes, d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer, il est tombé plus de bombes sur le Vietnam, sur le Laos aussi, encore plus sur le Vietnam que sur l'ensemble des champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, guerre du Pacifique comprise, oui, oui, en prenant de la Normandie jusqu'à Guadalcanal, jusque dans les Philippines, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu autant de tonnage de bombes lancées que sur ce pauvre et héroïque et magnifique Vietnam. Donc, je veux en arriver quoi? Que ceux qui étaient sous ces bombes se moquaient bien de savoir, ils avaient d'autres chats à fouetter, vous pensez bien, dans l'horreur qu'ils vivaient, si le pilote qui les larguait était homo, hétéro, s'il était noir, s'il était blanc, si c'était un homme, si c'était une femme, quelle importance. Car rien ne serait pire, je reprends la remarque de Philippe, je la divise parce qu'elle est longue et riche, car rien ne serait pire que de voir se rassembler les hommes et les femmes de toutes couleurs, religions, orientations sexuelles, conditions sociales hors classe dominante en un ensemble uni, bref, une réunion des dominés, dans un ensemble uni et non plus
et non plus scannérisé par ses divisions, n'est-ce pas, est conscient de ses intérêts communs. Alors, il s'adresse à moi, comment pourriez-vous expliquer aux jeunes en quoi la pensée de Michel Clouscar et son caractère émancipateur profond, qui, après dissipation de l'illusion fabriquée par des propagandes efficaces, bien financées, permanentes et multicanaux, autant dire la quasi-totalité de la rumeur médiatique, ouvre la porte vers une vraie libération, la critique qu'en fait Clouscar, envers toutes les oppressions, alors que l'idéologie qui les meut aujourd'hui poursuit efficacement l'objectif exactement inverse. Comment faire comprendre, avant de voir la suite de la question, vous remarquez bien que l'insistance du questionnement, et je comprends la colère sourde qui est au fond de cette question très réfléchie, très bien articulée, hein, qui n'est pas à l'emporte-pièce, tant s'en faut, mais on sent qu'il y a une colère sourde. Cette colère, elle s'adresse surtout ici, il ne cherche pas à convaincre le MEDEF, vous vous doutez bien, mais à ceux qui tombent dans ce piège-là, n'est-ce pas, qui croient sur parole, ceux qui s'autoproclament à gauche, qui croient que c'est ça la gauche, n'est-ce pas. On comprend du coup que certains aient une attirance pour soi, tantôt Le Pen, tantôt Pire, ou tantôt, comment il s'appelle, Zemmour, n'est-ce pas. Donc, voici la péroraison, comme on disait dans les cours de rhétorique, voici la dernière partie, la conclusion de la longue et très riche et articulée question de Stavisky, et pour laquelle je le remercie très sincèrement. Comment pourriez-vous expliquer aux jeunes en quoi la pensée de Michel Clouscar et son caractère émancipateur profond, qui, après dissipation de l'illusion fabriquée par des propagandes efficaces, bien financées, permanentes et multicanaux, j'ai dit, et je le répète, autant dire la quasi-totalité de ce qui est diffusé dans les médias, ouvre la porte, cette critique de Clouscar, vers une vraie libération, envers toutes les oppressions, alors que l'idéologie qui les meut aujourd'hui poursuit efficacement, l'idéologie sociétale, mais c'est un mot que j'aime pas trop parce que c'est un peu imprécis, mais enfin, quand il dit que le social, c'est pas tout, c'est ça le sociétal, alors que l'idéologie qui les meut aujourd'hui poursuit efficacement l'objectif exactement inverse, c'est-à-dire un asservissement à ce que veut le pouvoir, n'est-ce pas, le vrai pouvoir qui est un pouvoir économique. Comment faire comprendre que l'analyse critique de Clouscar n'est pas une renonciation aux valeurs morales sur lesquelles s'appuient ces sophistes manipulateurs, mais exactement le contraire. Oui, l'exploiter, la femme, dans une bonne partie du monde, l'ex-colonisé, l'ex-colonisé qui continue, et sans doute plus que jamais, à souffrir d'un colonialisme économique au moins plus cynique, je surveille ce que je dis, et grammaticalement, n'est-ce pas, et sur le fond, au moins plus cynique que l'archéocolonialisme. Un petit exemple, nous étions, parce que j'en faisais partie, j'étais gamin, 5000 Français avant l'indépendance en Côte d'Ivoire, on était 50 000 Français 15 ans après l'indépendance en Côte d'Ivoire. Pas de mauvaise affaire pour le colonisateur, cette indépendance-là. Comment faire comprendre que l'analyse critique de Clouscar n'est pas une renonciation aux valeurs morales sur lesquelles s'appuient ces sophistes manipulateurs, mais exactement le contraire. Voilà. Je vous remercie d'avance pour vos éclairages sur cette question extrêmement actuelle. Alors, plus d'une fois, et plutôt 2 fois qu'une, et même plus de 2 fois, j'ai répondu par morceaux. Notre ami Stavisky a l'avantage de rassembler tous ces différents canaux, comme il dit, sociétaux, dans une même interrogation. Mais très souvent, je lui ai répondu par avance, tantôt
en montrant les sordides opérations qui se déroulent sous couvert de green business, pas d'écologisme, ou sur les luttes d'identité, soit de genre, soit de couleur, soit de religion, etc. Notre ami Stavisky, notre camarade, il avait proposé ce titre pour sa longue question. Je le lis, « Les woke sont-ils les plus endormis ?» Alors, bien sûr, le jeu de mots est évident. Les woke, c'est-à-dire les éveillés, ceux qui prennent conscience des nouvelles luttes, c'est-à-dire les vieilles lunes, je crois que vous commencez à comprendre ce que je veux dire, et même les plus vieilles, si on réfléchit, sont-ils les plus endormis? Et je me faisais cette réflexion, ce n'est pas un raisonnement bien fondé, je vous mets en garde, mais c'est une intuition, mais je ne crois pas au hasard ici. C'est peut-être un effet de parano. Il faut laisser sa place au hasard, à la dent du hasard, comme disait Parménide. Mais j'ai déjà entendu ça quelque part, les éveillés. Bon sang, mais oui, dans ma jeunesse bouddhiste. Oui, quand j'avais 16-17 ans, on a le droit, quand on a 17 ans, on a le droit, mais même dès que c'est encore bien pire, d'anticiper, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je regarde les obscènes mises en avant du Dalai Lama, et j'ai plus grand respect pour l'enseignement de Siddhartha Gautama, dit le Bouddha, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Il y a autant de différences entre l'enseignement du Bouddha et le Dalai Lama qu'entre l'Évangile et l'Inquisition espagnole ou autre. Peut-être se donner la main là. Ou le puritanisme protestant et les excès auxquels il a mené. Vous voyez ce beau film qui s'appelle Jour de colère du grand cinéaste danois Karl Dreyer. Donc, voilà, je veux dire, c'est curieux, on retrouve les mêmes communautés, si à la mode aux États-Unis. Voilà, les woke, les éveillés. Je me souviens même du terme en sanskrit. L'éveillé, c'est anarant. Je ne garantis pas la prononciation ici, il faudrait, mes amis, j'ai d'excellents amis mathématiciens indiens, mais que je n'ai pas en ligne là. Je vais demander à Pierre-Alain d'enchaîner sur d'autres questions qui ont été posées donc, au cours de notre dernier direct, comme celle de Stavisky, et qui apparemment ont l'air très loin de ces problématiques, et en signalant que beaucoup, et je m'en félicite, de ceux qui ont la gentillesse de suivre nos diffusions, je constate que un nombre de plus en plus grand d'entre eux commencent à faire un lien entre les questions que je vais aborder maintenant et la longue question de Stavisky, que nous ne sommes pas en train de quitter, au contraire, mais juger plutôt. Voici la question de Guillaume Duguay. Hegel porte donc au sommet, vous vous rappelez, j'avais parlé de la hiérarchie des arts, de l'architecture à la poésie, en passant par la sculpture, la peinture, la musique, dans la hiérarchie des beaux-arts, dans l'esthétique de Hegel. Il porte donc au sommet la musique parlée, la musique qui retrouve la langue et les mots de la tribu. Bon, ici Guillaume a un humour à froid, si je puis dire. En fait, Hegel, dans le texte de Hegel, ce qui est au sommet de l'esthétique, c'est la poésie, n'est-ce pas, les arts du langage. Mais je suis intervenu précisément pour dire que c'est donc encore la musique, puisque on passe de la prose au sens vulgaire, mettons journalistique par exemple. Je pense à Mallarmé qui disait « la littérature que dessert l'universel reportage ». On passe de la prose du monde, à la poésie, non pas par un changement de sens ou de contenu, mais un changement de forme, qui implique un autre contenu. Mais enfin, ça c'est encore autre chose. Un changement de forme. J'avais pris l'exemple de Souveraine des mers qui vous doivent porter, le vers de Racine extrait de Mithridate, ce si beau vers, et je n'en change pas le sens en mettant dans la bouche
du traître Pharnace, puisque c'est lui qui prononce ça et qui s'adresse à l'ex-maîtresse de son père, en lui disant vous allez naviguer sur des océans bourrés de sel et de chlorure de sodium et dont vous êtes l'autorité politique. C'est quand même mieux de dire souveraine des mers qui vous doivent porter. On n'a pas changé le sens, le contenu. Mais c'est pour l'oreille que ça a changé. Donc, il a raison, Guillaume, de dire qu'on pourrait, il faudrait demander à Hegel, n'est-ce pas? Ce serait une discussion intéressante, on ne discute pas avec les cadavres, mais on pourrait lui demander si on ne pourrait pas remplacer ce qu'il appelle la poésie, c'est-à-dire la métrique, vous voyez, des notions purement auditives, là. La métrique, c'est une certaine distribution rythmique de la phrase, n'est-ce pas? De l'énonciation, et non pas de l'énoncé, vous voyez. Hegel porte donc au sommet la musique parlée. Est-ce qu'on ne pourra pas remplacer poésie par la musique parlée? Bon, vous voyez. Alors, quel rapport avec le boulevard offert au left-washing que débite ad nauseam jusqu'à la nausée la droite et l'extrême droite, profitant, n'est-ce pas, de l'aveuglement de ceux qui s'autoproclament à gauche, de l'aveuglement, ou bien au contraire, n'est-ce pas, du calcul, n'est-ce pas? Il distingue très bien Philippe en disant ceux qui le font consciemment, délibérément, et ceux qui tombent dans le piège et sont victimes de cette illusion. Quand on est malheureux, vous savez, qu'on vous propose, quand on vous dit, en fait, ton malheur, c'est très simple, ça vient des Juifs, c'était comme ça dans les années 30 en Allemagne, n'est-ce pas? Il y en a qui ne réfléchissent pas longtemps avant de dire mais oui, c'était ça mon problème, voilà, et oui, voilà. Ben tiens, il fallait y penser. Maintenant, c'est les Arabes, pourquoi pas. Quel rapport? Ben, le rapport, on le voit, il est dans une certaine forme de rapport auditif entre nous. Et oui, je vais jusque-là. Quand notre premier rapport, n'est-ce pas? Notre premier rapport de communication, je ne parle pas d'expression. Lorsque un bébé gazouille de plaisir parce que pendant la tétée, il s'exprime, mais ce n'est pas encore la communication. Mais la communication, elle est d'abord auditive. Dans l'immense, statistiquement parlant, dans l'immense majorité, si ce n'est totalité des cas, n'est-ce pas, pour le nouveau-né. Et ça nous a marqué, n'est-ce pas, ce chant des sirènes. Les sirènes, c'est les personnages féminins, c'est les mères ou les nourrices, vous savez, qui sont les premiers interlocuteurs de chacun et de chacune d'entre nous. Voilà où on commence à voir le rapport. Le premier rapport politique, il est là, entre dominant-dominé, entre le pouvoir et la totale impuissance, le contraire de pouvoir. Impuissance ou impouvoir, pardon pour le barbarisme, c'est le même mot, potens en latin. La puissance, le pouvoir. C'est d'abord, or, si je réduis cette communication à son aspect purement discursif, c'est-à-dire par une suite de mots tels qu'on peut les voir sur une feuille de papier, je dis exprès sur une feuille de papier, et je ne dis pas communication verbale parce que là tout de suite on a l'oreille qui marche, mais je voudrais l'isoler comme un extrême, n'est-ce pas, de ce qui passe par l'oreille, par exemple de communication écrite, qu'elle soit numérique ou sur papier, et s'il ne change pas grand-chose. Si je l'isole, je tombe dans l'ambiguïté de cette discursivité que dès les premières périodes historiques, je pense à
Je pense à Ésope, le fabuleux fabuliste de l'Antiquité. Je dis fabuleux parce qu'on ne sait pas grand-chose de son existence, un peu comme Homère ou comme Hésiode, on sait très peu de choses sur les plus archaïques des Grecs, n'est-ce pas? Par contre, dans les œuvres qui nous ont été transmises, heureusement, merci les copistes et tous ceux qui étaient passionnés par ces fables et qui sont arrivés jusqu'à La Fontaine. Beaucoup de fables de La Fontaine sont inspirées quant à leur contenu dramatique, n'est-ce pas, par des fables d'Ésope. Pourquoi je parle d'Ésope? Parce que il aurait dit que la langue est la meilleure et la pire des choses. Vous voyez l'ambivalence. La meilleure, parce que par la langue, je peux consoler, je peux défendre, je peux innocenter, je peux pardonner. Je peux aussi calomnier, condamner, irrémédiablement envoyer à l'horreur, n'est-ce pas? Il y a donc, vous voyez, privé du contenu purement auditif, celui du chant qui nous a bercés dans nos premiers mois, c'est ça qui fait une partie du charme du chant des sirènes, n'est-ce pas? J'insiste sur le lien entre quoi? Entre l'excellente interpellation de la fausse gauche, ça fait un moment qu'elle est au pouvoir, n'est-ce pas? Depuis qu'on s'est débarrassé de tout ce qui gênait le pire de l'Amérique, non pas l'Amérique. Vous savez que je répète et je répéterai jamais assez, je ne bouffe pas de l'américain, je bouffe de l'atlantiste. Et l'atlantiste peut être thaïlandais, tchadien, marocain, peu importe. Même si, bien sûr, les États-Unis, il faut toujours le rappeler, sont le navire amiral, enfin le gouvernement, l'exécutif américain est le navire amiral de l'atlantisme. Pourquoi je fais allusion à cela? Parce que la fausse gauche est apparue au moment où l'atlantisme est revenu, a eu raison en France, de bouchons qui l'empêchaient de passer, qui gênaient sa mondialisation. Bon, à l'époque, il y avait l'Union soviétique pour toute une partie du monde, hein, et la Chine communiste qui échappait à son influence. Mais il y avait, même en Occident, pour parler comme les journalistes, je ne sais pas très bien ce que veut dire ce terme géographiquement, depuis qu'on sait que la Terre est ronde et que l'Ouest est où on veut, il y avait la France, avec à droite l'anti-atlantisme de Gaulle, à gauche l'anti-atlantisme des communistes. Ayant pour ma part, je n'ai rien à cacher, voté contre le pouvoir gaulliste pendant toute cette période, je n'ai aucune mauvaise grâce à dire que je mets la droite gaulliste bien au-dessus, en valeur, n'est-ce pas, de ce qui nous dirige, qui s'appelle droite ou gauche. Et vous comprenez maintenant ce que veut dire Stravinsky, peu importe, n'est-ce pas? En tout cas, elle est à droite de Gaulle qui ne s'est jamais prétendue à gauche. Donc elle est fichtrement à droite, cette gauche-là. C'est-à-dire qu'elle est plus atlantiste que de Gaulle, plus pour Bruxelles, pour l'Europe de Bruxelles. Je n'ai rien contre la merveilleuse ville de Bruxelles, où les gens sont une gentillesse qu'on ne reconnaît pas assez souvent chez nous. Cette gauche est pour l'Europe de Bruxelles, pour la désouveraineté, c'est un barbarisme, imposé aux États-nations et à la France en particulier, vous savez que la Constitution européenne contre laquelle vous avez eu bien fait de voter à 55%, contre laquelle vous avez bien fait de voter à 55%, même si on n'a pas voulu tenir compte au niveau institutionnel de votre vote, que nous sommes pas loin de l'illégitimité du coup d'État depuis. Je laisse aux spécialistes du droit constitutionnel le fait de trancher formellement. Sur le fond, chacun en conviendra. Cette gauche-là
c'est tout juste si elle ne disait pas que vous étiez à droite quand vous rappeliez le principe, peut-être le plus radicalement révolutionnaire de la Révolution française, qui est la souveraineté du suffrage universel. Dès l'instant qu'il est universel, dès que ce n'est pas le suffrage réservé à quelques-uns qui peuvent payer, acheter leur droit de vote, ça s'appelait le sens, tout qu'on appelait le suffrage censitaire. Non, la révolution, c'est justement l'expression de la vraie majorité, bafouée, n'est-ce pas, par le congrès de Versailles. Il y a comme ça des lieux qui ne mentent pas. Et donc, quel rapport avec la musique parlée? Je vous le disais, hein, j'étais en train de parler de la chose auditive pour mettre ensemble la musique, la poésie, j'en ai été là, comme on le voit dans les berceuses, par exemple. Et voilà qu'en disant berceuse, c'est-à-dire ce qui est chanté pour un des buts, c'est d'endormir bien sûr l'enfant, mais pas de n'importe quelle manière. Entre les deux, entre la veille et le sommeil, pendant tout le temps de la berceuse, on est dans cet état intermédiaire que Rousseau appelle rêverie. Pourquoi je parle de Rousseau? Parce qu'il prend le même radical de la berceuse, mais jugez plutôt extrait de la 5e promenade. Et vous allez voir que le lien entre la question de Guillaume et celle d'Estavisky est tellement incroyablement entremêlé que de la lointaine périphérie où elle semble apparaître, elle va venir au centre de nos problématiques. Extrait de la 5e promenade, hein, la rêverie au bord du lac. Testament poétique de Rousseau. Il en est donc à parler de l'extinction de son activité progressive, de son activité psychique. Je parle grossièrement exprès pour lui laisser la parole littérale après. Et en disant même que il lui arrive encore de penser jusqu'à ce que, et là, je lui laisse la parole, de temps à autre naissaient quelques courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde dont la surface des eaux m'offrait l'image. Comparaison banale. Ça, c'est l'activité psychique discursive, ce que j'étais en train de définir tout à l'heure. Si je prends la communication en enlevant tout ce qui est auditif, auriculaire, c'est pas tout ce qui est pour Louis, si je prends que le contenu, le sens logique, il y a une comparaison, une métaphore classique entre l'instabilité du monde, thème moral, et le mouvement permanent de l'eau, le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais raflé par intervalles. Mais ce sont les derniers soubresauts. Et là, je réenchaîne avec Rousseau. Mais bientôt, ces impressions légères elles-mêmes s'effaçaient. Écoutez bien. Dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait. Et le voilà le radical. Qui me berçait au point qu'appelé par l'heure et le signal convenu, on devait l'appeler par une sonnerie ou un appel de corps, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Mais bientôt, ces impressions légères elles-mêmes, je répète, s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait. Il ne reste plus qu'une chose qui est plus proche de la musique que du discours, l'uniformité du mouvement continu qui me berçait. Alors, vous voyez, la preuve qu'il est en train de se passer quelque chose dans la petite communauté qui m'honore, celle que vous formez, en ayant la gentillesse de commenter mes interventions. Et pour cela, je vais vous demander de prendre en compte la question qui suit, question qui vient de notre ami la contre-propaganda.
le pseudo est nouveau pour moi, donc je le salue, je lui dis bienvenue. Mais alors regardez, il doit y avoir un moment, en tout cas, qu'il suit nos interventions. Parce que vous voyez ce que je disais au début, que les choses sont en train de se mettre en place. Des vidéos qui ont l'air de traiter de problèmes très différents, poétiques, littéraires, politiques. Mais écoutez plutôt. En fait, une vraie réflexion qu'il faudrait avoir là-dessus ne pourrait-elle pas peut-être aussi se situer au niveau du discours et de la langue? Bon sang, on y était, continuons. Je réfléchissais à ça par rapport à vos derniers ateliers. Et soudain, j'ai eu comme un déclic. Notamment en me rappelant comment des poètes comme Hésiode, je l'avais cité à propos de Mnémosyne et de la mémoire, composaient leurs œuvres, non pas pour être lues d'abord, l'écriture, mais pour être récitées et donc entendues. Vous savez que les anciens ne lisaient pas silencieusement comme nous, mais il y avait un lecteur, qui était parfois un esclave, qui lisait à haute voix. N'est-ce pas là exactement ce sur quoi les nazis ont opéré en développant leur langue si spécifique? Il n'y a qu'à projeter quelques extraits des discours de Hitler devant une foule magnétisée, hystérique, et convulsée, pour voir la prégnance du timbre vocal, ces crescendo, là, c'est des notions musicales que j'emploie là, n'est-ce pas? Et bon, il ne faut pas se moquer de l'accent, j'allais dire, et de son accent autrichien, pour comprendre ce à quoi fait allusion ici Contre-propaganda. N'est-ce pas exactement ce sur quoi les nazis ont opéré, donc sur l'élément auditif, en développant leur langue si spécifique? Voir Emmanuel Faye sur Heidegger. Emmanuel Faye a beaucoup travaillé, n'est-ce pas, pour dépister, n'est-ce pas, envers et contre tout les lecteurs français de Heidegger et de son fan club, qui sont en même temps des faussaires et des dissimulateurs qui interdisent l'accès à certains manuscrits. Et ne pourrait-on pas établir une même corrélation entre l'appauvrissement de la langue, du vocabulaire et donc du savoir, et l'appauvrissement justement de la musique actuelle? Je continue. Si tel était le cas, ne serait-il pas possible de mener une réflexion de fond sur la forme d'un vrai discours et d'une vraie langue communiste? Bon sang, oui, je n'étais pas allé jusque-là. Merci, Contre-propaganda, d'anticiper ce qui devrait être la conclusion de l'ensemble de mes vidéos. C'est de retrouver, vous voyez, comme il n'était pas loin, Guillaume, donner un sens plus pur au mot de la tribu. Si la tribu, c'est la communauté, non pas au sens exclusif, la communauté des Blancs contre celle des Noirs ou l'inverse, la communauté des homos contre celle des hétéros ou l'inverse. Non, non. Mais l'ensemble, la tribu humaine. Si tel était le cas, ne serait-il pas possible de mener une réflexion de fond sur la forme d'un vrai discours et d'une vraie langue communiste, un peu dans le sens où, dans le champ freudien, on oppose la parole vide, où il n'y a plus que le discours, et la parole pleine, afin de les faire concorder de façon rationnelle et donc effective à partir d'un déjà-là, ce déjà-là qui a commencé avec notre attention rivée sur la voix de la nourricière. Je dis la nourricière pour ne pas dire la mère, car ça peut être la nourrice, ou la grande sœur, ou quiconque donne le biberon, ça peut être le père, comme c'est le plus souvent le cas aujourd'hui, et je m'en félicite. Les jeunes papas d'aujourd'hui valent mieux que ceux des générations précédentes à ce niveau-là, dans lesquels je m'inclus, afin de les faire concorder de façon rationnelle et donc effective à partir d'un déjà-là, voir la différence entre fugue, la forme fugue que j'ai développée légèrement la dernière fois, à partir la répétition d'un même thème propre à la musique baroque, et sonate, c'est-à-dire tension poly ou bithématique propre à la musique moderne, d'un point de vue strictement esthétique, sans chercher à réinventer à chaque fois l'eau chaude. On croit qu'on est dans une problématique esthétique et voilà que ça aboutit à l'aspiration, à ce que devrait être, je le lis, tellement que c'est invraisemblable, il faut l'avoir devant soi, une vraie langue communiste.
Voilà, je ne voudrais pas trop charger la barque aujourd'hui. Je crois qu'on a beaucoup à faire. Je me suis interdit sur la question de Stavisky que j'ai commenté en temps réel pendant que je la lisais, si vous voulez. Et à laquelle je souscris entièrement à son procès, n'est-ce pas? Et il a bien raison que tout l'effort de Gluskar consiste à nous mettre en garde précisément, avant tout contre cette, j'allais dire, cette fausse gauche, j'aime pas l'expression parce que ça veut dire moi j'ai la vraie, non, contre cette rage que cette fraction politique de notre peuple, qui, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, est à droite de De Gaulle, tant pour ce qui est la relation à l'Alliance Atlantique qu'à la Commission européenne. Quelle rage la pousse à vouloir absolument se proclamer à gauche de la gauche. C'était déjà le cas en 68, ça a même été inauguré en 68, cette forfaiture, car c'en est une. À gauche de la gauche, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les gauchistes, qui bouffaient du coco. C'était leur pain quotidien. Pas quand j'ai dit gauchiste, je ne suis pas un homme de droite, je ne parle pas de tout ce qui est à gauche. C'est tout le contraire. C'est très précis. C'est la réunion, au sens que les mathématiciens donnent à ce terme, de trois sous-ensembles, que je cite dans l'ordre chronologique pour n'en frustrer aucun, les anarchistes, les trotskistes et les maoïstes, dans l'ordre d'apparition dans l'histoire. Or, ce sont ceux qui ont tous trouvé des places royales distribuées au cours de la génération Mitterrand par le prince, n'est-ce pas? Depuis Jospin, n'est-ce pas? Qui était trotskiste en 68 et qui finit par dire lorsqu'il a le pouvoir, d'accord, parce qu'on pourrait dire ouais c'est ça parce que j'étais dans l'opposition, mais au pouvoir il dit mon programme c'est moi qui rajoute même, il dit mon programme n'est pas socialiste. Donc, moi je dis son programme n'était même pas socialiste et il se prétendait plus à gauche que les communistes. En 68, quelle forfaiture, quelle rage que cette fraction politique qui est à droite de De Gaulle, qui lui-même est un homme de droite d'après lui-même, moi je ne fais pas de procès d'intention, à droite de Gaulle, c'est l'extrême droite. Pourquoi cette rage de vouloir être à gauche, et même marxiste? Qu'est-ce qu'il y a comme marxiste? Alors, la catégorie la plus répandue maintenant, c'est l'anticapitalisme, n'est-ce pas? Qui ouvre un boulevard énorme, n'est-ce pas, au left-washing. Effectivement, et Stavisky a parfaitement raison. Qui n'est pas anticapitaliste? Dans le MEDEF, vous trouvez plein de gens anticapitalistes. Vous avez des tas de banques qui se veulent éthiques maintenant, vous savez. Je préfère penser comme Brecht. Et oui, je préfère faire allusion à un grand communiste. Un Brecht qui fait dire à son personnage dans l'opéra de Katsu, lorsque c'est le procès de Mac the Knife, recherché par la police, lorsque c'est son procès, et qui dit « Oui, j'avoue, c'est moi qui ai fait le casse de la banque, mais messieurs les jurés, qu'est-ce que piller une banque à côté de fonder une banque ?» Au moins, c'est un voyou qui se déclare voyou, alors que le banquier se déclare philanthrope, à gauche, prenant en compte l'environnement, l'écologie, la gauche sociétale. Prenant le parti de la planète contre l'humanité qui se vautre dans la consommation. Non, jamais ils vont dire qu'ils sont contre l'humanité, sinon ça ne marche pas leur combine. Zut, je ne suis plus à gauche là, si je commence à être contre l'humanité. Mais il y a le vieux rêve d'extrême droite derrière, n'est-ce pas, qui a une cible et une seule, l'homme. Et je terminerai là-dessus, pour aujourd'hui. Vous voyez qu'on ne fait qu'ouvrir la porte. Merci, Stavisky. Je conclus sur la citation du contre-révolutionnaire le plus emblématique, puisque c'est un des tout premiers, dès la Révolution française, M. Burke, l'anglais, B-U-R-K-E, Burke disait déjà
contre l'universalisme qui est le pire adversaire des racisés, c'est pas que tout universalisme, c'est une politique d'occidental masqué. Eh bien, Burke disait déjà, comme pour leur servir la sauce, j'ai rencontré dans ma vie des Hongrois, des Polonais, des Français, des Basques, mais je n'ai jamais rencontré l'homme en général. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons rouvert la porte qui mène à la tribu humaine, à l'universel. Mais celui qui est commun à votre interlocuteur est vous. Très bonne fin de journée.